bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous démarrez bien votre semaine. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir dans le podcast ? Alors, première chose, on va parler du sucralose. Alors, le sucralose qu'on retrouve dans plein aujourd'hui de préparations et très souvent dans les préparations fitness, tout simplement. Fitness, on verra un petit peu les compléments alimentaires et puis d'autres choses. Et on parlera également en deuxième partie d'une clé très oubliée pour la minceur, pour la perte de gras, pour les régimes en règle générale. Mais bon, on va voir ça et vous allez voir que c'est assez, comment dire, ça, en fait, ça n'a jamais été mis en avant parce que c'est impossible de monétiser ça. C'est-à-dire qu'on peut pas y mettre de l'argent dessus, on peut pas gagner de l'argent dessus, pardon. Et donc voilà, donc on verra ça à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin du podcast. Alors, la première chose, avant de démarrer, j'avais juste envie de vous dire aussi que j'ai sorti là ce dimanche à 10h est sorti un cours complet qui s'appelle « Comment gérer le perfectionnisme ?» lié au corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement comment gérer ce perfectionnisme qui est présent dans le sport. Alors, j'ai mis notamment dans les sports esthétiques comme la musculation. Et j'avais marqué aussi la quête de perfection peut mener à la procrastination et à la stagnation ou régression physique. Il faut rapidement corriger ce travers mental si vous souhaitez progresser physiquement. Et en fait, oui, parce que vous savez, le perfectionnisme, la grosse problématique, c'est que, alors on est tous plus ou moins touchés par le perfectionnisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas on l'est ou on l'est pas, c'est globalement tout le monde qui va être touché, mais à des degrés différents. Et en fait, la problématique du perfectionnisme, la plus grosse problématique, c'est que ce sont des individus, donc on a tous ce genre de comportement, qui est que si on ne peut pas obtenir le résultat parfait, on va reporter. Donc, un exemple concret. Par exemple, aujourd'hui, vous avez décidé de faire votre séance d'entraînement. Je sais pas, par exemple, entre midi et 2. À la pause déjeuner, vous avez décidé de faire votre séance d'entraînement et malheureusement, je sais pas moi, un dossier qui traîne un petit peu plus longtemps ou une réunion qui démarre plus tôt en début d'après-midi et au lieu d'avoir votre 1h15 ou votre 1h votre heure pour vous entraîner, il vous reste plus que 45 minutes, voire une demi-heure. Et en fait, les personnes les plus perfectionnistes vont sauter la séance d'entraînement parce qu'elles ne peuvent pas respecter leur plan, en fait. Et ça, c'est pour ça que je dis que ça mène à la stagnation, voire à la régression, parce que si vous traversez une période de vie où on va dire que les habitudes sont moins figées, c'est-à-dire que vous avez régulièrement comme ça des moments où votre séance d'entraînement elle va être impactée par des faits de la journée, donc des stress, des aléas, vos séances de musculation, d'entraînement, enfin peu importe, quelle que soit la forme d'entraînement que vous avez choisi de faire, la fréquence va s'espacer. Et donc, c'est là où en fait le perfectionnisme prend du poids et de l'importance dans le quotidien, dans la réussite, dans l'obtention d'un bon physique. C'est tout simplement la capacité de savoir de temps en temps, donc évidemment, il ne faut pas que ça soit tous les jours le chaos, mais de temps en temps se dire « Ok, aujourd'hui je n'ai que tant de temps pour m'entraîner, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je saute ? Est-ce que j'en fais plus le lendemain, etc. » D'avoir en fait un schéma, ce que j'appelle moi un plan B ou système D, mais souvent un plan B, parce que les gens en fait ils n'ont jamais de plan B. Et en fait, l'absence de plan B fait qu'on a toujours un plan A. Donc le plan A, c'est celui qui fonctionne dans les meilleures conditions, mais qui ne fonctionne pas dans les conditions dégradées. Et moi, là, tout le but en fait de ce contenu, de ce cours, c'est de vous apprendre à gérer justement ce perfectionnisme et ces blocages mentaux. Alors il y a une partie avec des concepts et de la on va dire de la psychologie, de la théorie, et une partie pratique à la fin avec justement il y a même un bonus où l'art de prendre rapidement une bonne décision, etc.
Et vous allez voir que c'est assez complet, ça vous permettra vraiment d'avancer avec cette problématique-là que beaucoup de personnes rencontrent, et surtout dans le milieu sportif qui a pour but l'obtention de quelque chose d'esthétique. Alors on parle souvent de la musculation, mais il y a d'autres sports également. Donc je vous invite à aller voir ça, c'est en lien là, directement sous le podcast, dans les notes de l'émission. Vous cliquez, vous y accédez sur mon site à toutes les petites choses que je vous partage dans les podcasts. Vous avez tous les liens quand vous arrivez sur mon site. Voilà, et le lien est en description. Bon, ceci étant dit, on passe au podcast. Alors, sucralose, bon ou pas ? C'est un article que j'ai trouvé sur lanutrition.fr qui s'interroge sur la dangerosité ou non et les problématiques ou non du sucralose. Alors, pour rappel, le sucralose, c'est un édulcorant. Un édulcorant, c'est quelque chose qui est censé venir remplacer par exemple le goût du sucre, donc là typiquement c'est le goût du sucre pour le sucralose, sans les effets négatifs du sucre, donc sans une partie des effets négatifs du sucre. En règle générale c'est 100 calories, donc c'est 0 calories, ça apporte le goût mais ça apporte pas les effets négatifs. Bref, là, en fait, ce qu'ils disent, eux, dans l'article, ils disent une petite étude a montré... Alors, notez bien une petite étude. Hein. Une petite étude, c'est important de le noter. Donc, une petite étude a montré que la prise répétée de sucralose provoquait des productions anormalement élevées d'insuline. Donc, pour rappel, logiquement, on était censé penser que les édulcorants et le sucralose, qui en fait partie, ne déclenchait pas de réaction au niveau de l'insuline, étant donné que c'est pas censé faire monter le taux de glucose sanguin. Donc du coup, on pensait que l'insuline n'en était pas perturbée. Donc là, cette petite étude montre que une prise répétée de sucralose, alors répétée, c'est aussi un mot important, je pense, à retenir, c'est pas aigu mais répété, provoquait des productions anormalement élevées d'insuline. Or, une sécrétion d'insuline trop fréquente ou trop élevée peut conduire à une situation de résistance des cellules à cette hormone. Donc résistance, ça veut dire tout simplement que quand vous créez de la résistance à l'insuline, vos cellules, qu'elles soient musculaires ou autres d'ailleurs, vont un petit peu fermer leurs portes au glucose circulant. Donc c'est-à-dire que tout le monde a besoin de pouvoir faire rentrer le glucose dans les cellules afin d'avoir de l'énergie, afin de le métaboliser tout simplement, que ce soit dans des cellules adipeuses ou dans des cellules musculaires par exemple. Mais quand il y a une résistance, en fait, l'entrée, donc le videur à l'entrée, il est plus sévère, quoi. C'est toi ce soir tu rentres pas, quoi. Et là, visiblement, eux, ils font le lien entre sucralose, prise répétée et niveau anormalement élevé, donc va conduire à une situation de résistance des cellules à cette hormone. Bon, on continue, je continue la lecture. Donc la résistance à l'insuline est associée au risque de surpoids, obésité, diabète, maladie cardiovasculaire et maladie du foie gras. Donc cette maladie du foie gras, on entend de plus en plus parler, c'est pas la maladie qui arrive quand on mange trop de foie gras durant les fêtes, non, c'est en fait la maladie, imaginez en fait c'est un petit peu comme les foies des alcooliques mais sans être alcoolique. C'est-à-dire que à force alors c'est souvent lié au fructose, mais bon pas que, ce sont la conversion des sucres en graisse au niveau du foie et l'accumulation, donc il n'y a pas de déplétion parce qu'il y a un style de vie qui est pas bon, et donc du coup ce qui va se passer à moyen long terme, c'est que le foie va être surchargé en acides gras, et donc du coup c'est pas bon pour la santé, quoi, tout simplement, pour simplifier au maximum. Alors, une autre étude sérieuse parue dans l'American Journal of Clinical Nutrition a apporté de nouvelles preuves. Dans cet essai clinique, les participants ont pris chaque jour pendant 14 jours soit des sachets contenant du sucralose à une dose correspondant à 15% de la dose journalière admissible, soit des sachets d'une substance placebo, donc sans sucralose. Les participants avaient un indice de masse corporelle normal et n'étaient pas des consommateurs réguliers d'édulcorants. Donc ça, c'est voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça ? Alors, je vais vous parler un petit peu de comment expliquer les effets. Alors, je réouvre le lien de l'article pour vous donner un petit peu plus là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'avais récupéré ?
En moyenne, les hommes ont consommé, donc par rapport à ce que je viens de dire sur l'étude, donc en moyenne, les hommes ont consommé 157,7 mg par jour de sucralose et les femmes 123 mg par jour. Les résultats montrent que les participants qui ont pris du sucralose présentent une diminution significative de la sensibilité à l'insuline par rapport au début de l'étude. Diminution de 17,7% contre 2,8% dans le groupe de contrôle. Donc il y a quand même quelque chose qui est relativement significatif. Donc une baisse de la sensibilité, c'est une augmentation de la résistance. En fait, sensibilité à l'insuline, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on est sensible à l'insuline, ça veut dire qu'on va bien... Le videur à l'entrée des cellules est plutôt clément, c'est-à-dire qu'il laisse rentrer facilement. Et quand il y a résistance, le videur est strict, il laisse rentrer personne ou très peu de personnes. Donc du coup, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une bonne sensibilité à l'insuline pour que justement le glucose circulant, ou en tout cas l'excès circulant dans le sang soit bien métabolisé pour qu'on n'ait pas... parce qu'une glycémie trop haute, c'est pas bon, c'est toxique en fait. Donc comment expliquer cet effet ? Ils disent, donc la consommation d'édulcorants de synthèse, en particulier du sucralose, provoque une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote intestinal, donc en gros une perturbation des bactéries bénéfiques à votre santé au niveau des intestins, donc conduisant à son tour à des troubles métaboliques. Donc les troubles métaboliques sont tous les troubles qu'on peut retrouver aujourd'hui avec le mode de vie moderne, enfin tous, une grande partie, surpoids, obésité, enfin voilà, y compris au niveau hormonaux. Par ailleurs, les édulcorants artificiels n'activent pas les circuits de la récompense de la même façon que le sucre. Il en résulte un phénomène de compensation au repas suivant, pouvant conduire à stocker des calories sous forme de graisse, puis à la résistance à l'insuline. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, tout simplement parce que vous savez que beaucoup d'actions de votre quotidien sont régulées et les habitudes sont prises grâce à ce fameux circuit de la récompense. Quand vous vous astreignez quand vous vous astreignez à une tâche compliquée, ce que vous recherchez à la clé, c'est une récompense. Par exemple, je ne sais pas si vous avez une pile de factures à traiter, ou si vous avez une maison à ranger, un garage à ranger, pour le côté plus pratique. Ce qui vous motive à le faire, c'est ce désir de sentiment de travail bien fait, et on va dire, de tâches en suspens accomplies. Donc en fait, comme si vous cochiez une case. C'est bon, mon garage est rangé, c'est agréable d'y aller, je trouve tout est à sa place, etc. Donc en gros, c'est ça le circuit de la récompense, c'est-à-dire on va s'astreindre à quelque chose de difficile, mais à la clé, on est récompensé. Et en fait, dans les addictions, ça marche aussi de la même façon, mais malheureusement, il n'y a pas d'effort. C'est-à-dire que les drogues, le sucre, on met dans la même catégorie, ce sont des choses qui, quand elles sont consommées, ces substances vont créer un circuit de la récompense. C'est-à-dire que ça vous fait plaisir. Et en fait, là, avec les édulcorants artificiels, ils disent que ça n'active pas les circuits de la récompense de la même façon que le sucre. Donc quand vous prenez du sucre, par exemple, vous êtes stressé, vous êtes au bureau, etc. Et c'est bon, vous avez déjà résisté à plein de tentations durant la journée. Et arrivé à 16h, il y a un de vos collègues de travail qui passe et qui a un paquet de gâteaux, qui vous en propose un, et ce jour-là, vous ne résistez pas, vous en prenez un, et vous voyez bien que vous en mangez un, et ça fait tout de suite plaisir, ça fait du bien, etc. Donc ça, c'est le circuit de la récompense. Vous aviez résisté, et après, quand vous vous êtes lâché, entre guillemets, que vous avez goûté ce gâteau, que vous avez goûté ce bonbon, ou cette boisson sucrée, le sucre active le circuit de la récompense, et vous êtes, entre guillemets, comblé. Les édulcorants n'activent pas les circuits de la récompense de la même façon. Donc ce qui veut dire, ce qu'ils en concluent, c'est que, étant donné, en fait, vous avez le même réflexe, donc en vous disant un édulcorant, ça a un goût sucré, donc je vais le consommer, en attendant à avoir la même réponse qu'un aliment sucré, un vrai aliment sucré, vous le consommez, sauf que c'est comme si vous étiez un peu frustré. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir...
vous allez avoir comme si vous aviez un cliffhanger, quoi. Vous savez, on vous laisse sur votre faim, il vous manque une partie pour terminer, pour avoir un bon plaisir, quoi. Et en fait, eux, ils disent que justement à cause de ça, au repas suivant, donc par exemple, vous prenez un aliment avec du sucralose, au repas suivant, étant donné que votre appétence pour le sucre ou pour les calories, en fait, votre récompense n'est pas arrivée dans son entier, vous allez forcément, pas forcément, mais globalement consommer plus au repas suivant et donc stocker plus. Et c'est ce qui peut conduire à des dérèglements aussi, puis à la résistance à l'insuline, etc. Parce qu'on va souvent se tourner vers des calories plus denses. Donc on voit bien là que alors, je rappelle aussi que le sucralose est très présent il est extrêmement présent dans les préparations type booster, vous savez, avant les séances d'entraînement, toutes ces boissons, en fait, finalement, zéro calorie. Alors, c'est le grand public, c'est souvent de l'aspartame, hein. Donc vous savez, il y a eu beaucoup de contenu fait sur l'aspartame il y a quelques années. Le sucralose a été découvert puis mis sur le marché et dans les préparations grand public, pas dans tous les pays d'ailleurs. Alors de mémoire, je me rappelle que dans un vieux podcast que j'avais écouté, il parlait de sucralose dans des sodas dans des versions US et de l'aspartame dans des versions françaises. Pour ça, j'ai pas vérifié, donc si ça vous intéresse de vérifier, vous pouvez. Mais en tout cas, ce sont des choses comme ça qui ont été tentées, qui ont été explorées. Et aujourd'hui, le sucralose est peut-être un petit peu plus commun, donc du coup, forcément, on s'y intéresse un peu plus. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que globalement, dans les protéines en poudre que vous consommez, c'est soit de l'aspartame, soit du sucralose, parfois de la stevia, mais assez rarement. Donc du coup, si vous consommez 2-3 shakers par jour, typiquement vous prenez un shaker. Alors, encore une fois, il y a une grosse différence parce que moi, je vois dans les personnes que j'ai parfois en consultation, certaines personnes vont prendre leur collation de 10 heures, de 15 heures, entre les repas en gros, pour combler leur faim, parce qu'elles ont du mal, en fait elles ont faim, donc elles vont prendre des collations, donc souvent pour se tourner vers des collations assez peu caloriques, surtout si elles sont au régime, elles vont se tourner vers des protéines en poudre, et donc du coup il y a une différence entre combler son appétit, parce qu'on a faim, ou obtenir un peu plus de protéines parce qu'on n'arrive pas à consommer. Donc il y a deux styles de personnes. Encore une fois, c'est pour ça il faut pas penser que tout le monde réagit de la même façon. Il y a des gens avec 3 repas par jour, ils n'ont pas faim durant la journée. Il y a des gens avec 3 repas par jour, ils vont avoir faim. Donc on peut ne pas avoir faim la journée avec 3 repas par jour et vouloir quand même mettre des collations parce que justement on a un petit appétit et on n'arrive pas à avoir son niveau de protéines, un niveau de protéines satisfaisant. Donc certaines personnes vont consommer des compléments alimentaires entre les repas de type protéines en poudre. Et chez ces personnes, ça posera pas trop de problèmes parce qu'elles n'ont pas trop de soucis avec l'appétit. C'est-à-dire qu'elles sont pas, elles n'ont pas de problématiques. En fait, elles n'ont pas tout le temps faim. Voilà. Mais les autres personnes qui vont prendre des compléments alimentaires entre les repas pour combler leur appétit, si ça contient des édulcorants, là, elles peuvent peut-être se retrouver dans la catégorie qu'ils expliquent, c'est-à-dire de vivre en fait des repas suivants plus intenses, plus forts et plus caloriques. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver entre tout ça et d'essayer de voir pourquoi on prend un complément alimentaire. Est-ce que c'est pour combler sa faim ? Ou est-ce que c'est justement pour obtenir les bons matériaux, parce que pour se reconstruire, etc. Moi, j'ai toujours vu les compléments alimentaires comme des gadgets, en fait, des gadgets qui ne font pas le cœur de la diète, mais vraiment comme des gadgets, comme des petits ajouts. Et en fait, ces petits ajouts, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, mais si on a consommé le repas du midi avec trop peu de protéines, eh ben, ça peut être intéressant de gonfler un peu l'apport sur la collation suivante. Et si, je sais pas, moi je sais, typiquement, si je fais un entraînement, admettons, je commence mon entraînement à 17h, que je le finis à 18h30 et que je mange un repas, par exemple des sushis ou quoi, à 19h30 parce que c'est le week-end et que je me fais plaisir un soir comme ça, je sais très bien, en plus vu quand moi je prends des sushis, c'est beaucoup des tartares, vous savez, avec du saumon cru et tout ça, donc globalement mon niveau de protéines va exploser, je vais parfois être sur des doses
de poisson assez élevé, donc j'ai pas forcément besoin de prendre un shaker juste après la séance, puisque dans l'heure après mon entraînement, je vais vraiment avoir une haute dose de protéines. Donc, alors attention, faites attention à ce que je suis en train de dire. Certains vont se dire, ok, donc du coup j'arrête ma collation après l'entraînement. Non, ma collation après l'entraînement, je la prends tout le temps, sauf là, dans un cas exceptionnel, où je sais que je vais prendre un gros repas avec énormément de protéines et de calories d'ailleurs, parce que dans les sushis, il n'y a pas que des protéines, il y a globalement des calories, des glucides, du riz, de toutes ces choses-là. Donc voilà. Bon, bref. Donc, les collations comme ça, c'est quelque chose à... Si vous voyez que depuis que vous prenez des protéines en poudre, vous avez globalement plus faim au repas suivant, ça vaut peut-être le coup d'essayer de trouver des substances, en tout cas des protéines nature, c'est-à-dire sans édulcorant du tout. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas très bon au goût, peut-être, ou alors avec peut-être la stevia. Alors la stevia, on verra, mais probablement, je pense qu'on va pas trouver quelque chose de différent en fait. Moi, alors ça, c'est compliqué à analyser, mais personnellement, je pense que il y a toute une sphère non scientifique encore aujourd'hui qui est assez peu explorée, mais je pense qu'il y a quelque chose, c'est que ne serait-ce que la sensation du goût sucré peut créer des intentions au niveau corporel. Donc il y en a qui vont dire oui, mais c'est normal parce qu'au niveau de la bouche on perçoit le glucose ou le goût sucré et tout. Oui, mais on voit également que le simple fait de sentir, de respirer certaines odeurs prééquipe le corps à tolérer l'aliment. Donc admettons vous faites cuire vous faites cuire quelque chose en friture ou autre. Globalement, ça va déclencher des mécanismes au sein de l'organisme. Et donc là, comment on l'explique, c'est les petites molécules passées par le nez. Enfin, donc il y a vraiment des choses qui sont assez fines, assez complexes à analyser et étudier. Et pourtant, on peut tous le vérifier. Toute personne honnête qui m'écoute, qui est passé à côté d'un four à pizza, à côté d'un fast-food ou quoi, quand je sais pas, il se promenait en ville ou peu importe, il pensait pas à manger, il passe devant, ça sécrète un petit désir. Le meilleur exemple que je peux donner et qui moi est le plus marquant, c'est quand vous faites un marché un samedi matin ou un marché un dimanche matin et que vous passez à côté de la rôtisserie. Vous voyez cette vitrine à poulet en train de rôtir là derrière la vitre avec les pommes de terre rondes là, vous savez, qui baignent dans le jus du poulet dessous. Quand vous passez à côté, c'est terminé. Ça y est, vous savez, vous avez qu'une idée en tête, le repas du midi. Qu'est-ce que vous allez manger à midi ? Et ça, alors que quelques secondes avant, vous n'y pensiez même pas. Vous n'avez pas forcément faim, ni rien. Et en fait, on voit bien qu'il y a comme ça des mécanismes qui sont très fins, je pense, à analyser par les chercheurs. Alors, il y a énormément d'études dessus, mais c'est pas aussi massif que de consommer un aliment. Vous imaginez bien, quand vous mangez un aliment, c'est beaucoup plus facile à étudier ce qui se passe quand on le mange, et encore, on ne sait pas tout, mais c'est beaucoup plus simple à imaginer. Bon, ben voilà, l'aliment est rentré à telle heure, on a fait une prise de sang 1 minute après, 10 minutes après, etc. On peut mesurer. Mais des odeurs, c'est plus sain. Où sont allées les odeurs ? Qu'est-ce qu'elles deviennent après ? Quelles sont les sécrétions après ? Donc ça s'étudie, ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que certaines sécrétions sont accentuées suite à l'odeur de l'aliment, quoi. Et donc, bon bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire un petit peu que voilà, ce fameux sucralose, il y a des débats dessus, mais globalement, dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a des grosses forces en face, qui sont les produits de régime et les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, ça représente des milliards d'euros, ce sont des milliards d'euros, enfin euros, dollars, peu importe, mais il y a des milliards derrière les compléments alimentaires. Donc vous avez une force énorme, un rouleau compresseur énorme. Alors beaucoup, je sais, ils sont là, ils luttent un peu, ils disent la méchante industrie agroalimentaire contre tous. Alors certainement qu'il y a des profits. De toute façon, ils sont là pour faire de l'argent, ils sont pas là pour nous mettre en santé, ça, il faut jamais l'oublier. Dites-vous une chose, la seule chose qui va dans le sens de votre santé, donc les seules choses, ce sont vos intentions. Vos connaissances, vos intentions, vos habitudes. Sinon, tout l'extérieur, ne tombez pas des nues trop tard dans votre vie en vous disant « Ah, mais ils voulaient pas forcément mon bien. » Non, mais globalement, ils s'en foutent. Personne ne veut votre bien. Faut être cohérent là-dessus, à part les médecins où c'est leur travail.
Où voilà, ils ont logiquement fait vœu, alors je sais pas si on dit ça comme ça, mais de soigner, de protéger, de guérir. Sinon l'industrie, enfin tout ce qui est business, c'est là pour faire du fric, hein. Il faut pas tomber de haut, c'est comme ça. Et dans l'industrie des compléments alimentaires, on a beau vous peindre les emballages en nature, en verre, en marron, en recyclé, en bio, machin chose, le but étant d'en vivre et enfin voilà. Donc, forcément, vous avez un énorme rouleau compresseur aujourd'hui qui est voilà, l'industrie agroalimentaire, parce que aujourd'hui dans cette industrie il y a énormément de produits de régime, énormément de produits édulcorés pour justement maintenir des niveaux de vente élevés, parce que les gens commencent à être... Enfin, globalement, c'est ce que je disais dans le précédent podcast. À la fois, les gens sont de plus en plus informés et ont de plus en plus d'intention d'être en meilleure forme, et à la fois, les résultats sont décevants. C'est-à-dire qu'on a une intention de faire attention, mais une réalité qui est décevante, voire qui empire d'année en année. Donc, il y a vraiment... Où les gens ont des croyances, et ça, c'est une partie de la réponse. Je pense que beaucoup de personnes ont des croyances d'une alimentation saine et équilibrée qui est fausse. Déjà, le mot équilibré, pour eux, enfin, je ne vais pas me répéter à chaque podcast, mais pour eux, un équilibre étant deux matières qui s'autoportent, en fait, qui se maintiennent en équilibre. Sauf que deux matières comme ça dans l'alimentation, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut mettre une assiette de riz et une assiette de beurre et la mettre en équilibre et se dire ok, quand j'ai le même poids des deux côtés, ça veut dire que je peux manger ça. Si c'est ça leur notion d'équilibre, ils ont tout faux. L'équilibre n'est pas, enfin c'est pas comme ça que l'équilibre se calcule. C'est pour ça que globalement, même moi, avec mes connaissances et tout, il me faudrait des heures pour vous le détailler. Alors imaginez bien qu'une personne qui a eu pour formation au niveau de la nutrition que les publicités entre les matchs de foot et entre les émissions de télé-réalité, enfin bon, voilà, il y a une énorme hypocrisie de ce côté-là. D'ailleurs, enfin, je trouve qu'on culpabilise énormément les Français globalement, enfin les gens, alors que, enfin moi, la première, par rapport à toutes ces publicités et tout, je veux dire, il y a quand même des idées assez simples à mettre en place. Le ministre de la Santé, bon, aujourd'hui c'est pas une bonne idée, mais parce je pense qu'il est occupé à d'autres choses, et puis je pense pas qu'il va rester longtemps, mais un des trucs qu'on pourrait imposer, c'est de dire ok, sur les publicités déjà pour les enfants, donc typiquement entre les programmes télé pour les enfants, interdiction de mettre des aliments qui potentiellement peuvent rendre obèses, ou enfin voilà, pas d'aliments sucrés, pas d'aliments gras et tout ça, pas d'aliments tout court en fait. Y a pas besoin, un enfant n'a pas besoin d'être stimulé comme ça par de la bouffe. D'être orienté sur des choix alimentaires, sauf s'ils sont à la limite. En fait, l'enfant aurait besoin de découvrir un petit peu plus, bref, et de laisser les pubs pour les adultes. De toute façon, on sait très bien que les enfants regardent aussi la télé des adultes, donc ils vont être aussi stimulés par les pubs, mais au moins quand ils sont sur leur pic d'attention, en train de regarder des dessins animés ou quoi, de pas leur mettre ça. Et après, au niveau des adultes, parce que les adultes ne sont que des enfants. Alors, en fait, on devient adulte sur plein de domaines, mais le problème, c'est que si on n'a pas d'éducation au niveau de la nutrition, on reste enfant sur nos comportements. Donc, un comportement d'enfant au niveau de la nutrition, c'est nutrition égale plaisir, donc je vais rechercher le plaisir en permanence. Donc ça, voilà, un comportement un peu addictif, quoi. Et je sais pas, mais moi, en tout cas, je trouve que d'imposer aux chaînes de télévision un ratio, alors commencer tranquille, dire écoutez, si vous voulez mettre des produits, de l'alcool, et d'ailleurs moi l'alcool me dérange moins que le sucre pour les publicités. Mais bon bref, l'alcool, les aliments transformés et tout, vous n'avez le droit qu'à 50%. C'est-à-dire que si une publicité est mise par exemple pour des barres chocolatées, il faut obligatoirement que dans le même spot, donc le même spot de publicité, soit mis le même temps pour un aliment sain ou une pratique saine.
Alors, qui se jette pas, il faut faire attention dans les textes, parce que si vous disiez pratique saine, tout le monde va se jeter sur l'activité physique et faire la pub du sport en disant « Mais non, mangez mal, c'est pas grave, ce qui compte, c'est ce que vous faites ». Ça, c'est la stratégie qui a été utilisée par les grands groupes au niveau du sucre. C'est de montrer qu'en fait, en faisant énormément de sport, manger sucré ne dérangeait pas. Bon, c'était leur stratégie. Il fallait bien continuer à vendre. Ils n'allaient pas. Enfin bon, c'est un business. Encore une fois, on peut pas, comment dire, accuser une société de vouloir faire de l'argent. En fait, elles font de l'argent, c'est comme ça. Après, moi, c'est plutôt les personnes qui autorisent ou pas, qui n'autorisent pas. Et donc du coup d'imposer, si il y a une pub pour un soda, il y aura une pub pour une boisson, pour je sais pas, alors de l'eau. Je pense que l'eau, les gens, ça les touche même plus de voir de l'eau à la télé, mais d'essayer de trouver des stratégies, des produits sains face à des produits malsains. Et pour que le ratio soit au moins équilibré, et avec les années de diminuer ça, c'est-à-dire de réduire, de pas le supprimer, mais en fait on sait très bien que et on va en parler tout de suite là. On sait très bien, je passe au dernier sujet, c'est la clé de la minceur. On sait très bien, le premier point de la clé de la minceur, justement, c'est une personne en surpoids ou qui mange mal aime trop ce qui fait grossir. Donc vous allez me dire, oui, c'est évident, mais regardez globalement, une personne qui n'arrive pas à tenir un régime, une personne qui n'arrive pas à maigrir, c'est une personne qui aime trop ce qui met en surpoids. Donc au niveau de l'alimentation, c'est une personne qui va aimer trop les féculents, qui va aimer trop le pain, qui va aimer trop des aliments denses, qui va aimer trop les sucreries, qui va aimer trop les sodas, les jus de fruits, qui va aimer trop tous ces aliments qui potentiellement apportent une densité énergétique trop élevée par rapport à ses dépenses, mais également une assimilation trop rapide, malsaine, un niveau d'inflammation trop élevé résultant de ça, etc., etc. Donc une personne en surpoids aime trop ce qui fait grossir au niveau de l'alimentation et aime trop ce qui fait grossir au niveau du style de vie, globalement. Donc c'est une personne qui va préférer le confort à l'effort. Donc je sais, il y en a qui vont me dire « Oui, mais non, mais moi je connais quelqu'un ». Non, globalement, c'est comme ça pour tout le monde. Il n'y a pas de personnes obèses, je parle obèse, surpoids, obésité morbide et tout, marathonienne, qui s'entraîne minimum 45 minutes par jour et qui a un régime hyper strict à, je sais pas moi, 2200 calories ou 1500, 2000 calories selon les gabarits, etc. Non, ça n'existe pas. En fait, il y a toujours quelque chose derrière. C'est-à-dire que les personnes qui vont vous dire qu'il y a eu des régimes, que ça n'a pas fonctionné, oui, ça n'a pas fonctionné, mais ce ne sont pas des régimes, des personnes qui aujourd'hui ont ce rythme de vie-là. Elles ont tenté pendant un nombre de semaines, mais ce qu'elles aimaient trop est revenu en avant, c'est-à-dire la sédentarité et les aliments qui font prendre du poids. Donc ces gens-là, on ne peut pas les pénaliser, les bannir, les montrer du doigt. C'est comme si d'autres personnes, on leur disait « Oui, mais toi, t'aimes, je ne sais pas, si vous aimez quelque chose profondément, je parle hors nutrition, hors tout, vous aimez profondément, je ne sais pas, une marque automobile, ou je ne sais pas, un vélo particulier, ou je ne sais pas, vous avez un truc que vous aimez, ou un livre, par exemple. Vous pouvez pas arrêter d'aimer ce truc, vous l'avez aimé, vous l'aimez, c'est quelque chose qui vous fait du bien, ou une montre, je sais pas si vous aimez les montres, ou peu importe, ou un bijou, ou un vêtement. Vous l'aimez. Donc, arrêter de l'aimer, c'est se forcer à être dans le déni. Mais c'est un peu ça avec la bouffe, c'est pareil. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est vous dire, ok, la bouffe, là, par exemple, pour les personnes en surpoids, donc la bouffe que j'aime trop, je peux pas m'en passer. C'est-à-dire que j'aime trop ça pour m'en passer. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux ? Eh bien, le deuxième point, c'est il faut essayer d'aimer aussi ce qui est bon pour la santé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut se mettre à aimer ce qui est bon pour la santé. C'est-à-dire que et c'est pour ça que je fais un parallèle avec les publicités, parce que les publicités ont créé de l'éducation nutritionnelle, en plus des parents, bien sûr. Mais les parents, s'ils étaient mal éduqués, ils transmettent des mauvais réflexes aux enfants. Donc du coup, les enfants, quand ils deviennent adultes, ils aiment des choses qu'on leur a mis devant les yeux, à la fois à la télé, à la fois dans l'assiette. Et ce qui se passe, c'est que leur champ de désir est limité à ce qu'ils connaissent. Donc une personne qui veut solutionner, il ne faut pas qu'elle se force à ne plus aimer
Par exemple, typiquement, le Nutella, la pâte à tartiner, les fast-foods, les burgers, le pain et tout. Globalement, elle ne pourra jamais arrêter d'aimer ça si c'est ancré dans ses gènes depuis qu'elle est enfant, que c'est des plats plaisirs et tout. Par contre, il faut qu'elle essaye d'aimer aussi les aliments qui sont bons pour la santé. Donc, il va falloir qu'elle ait une forme de curiosité et d'essayer d'instaurer dans son quotidien des nouveaux aliments et de se dire, ok, je vais prendre un exemple, mais la carotte, c'est quelque chose que j'aime bien. La personne peut se dire ça. Dire, ok, étant donné que c'est un aliment que j'aime, il se met lentement en compétition avec d'autres aliments que j'aime. On est d'accord ? Et peut-être que ces fameuses carottes, au début, elles vont pouvoir remplacer petit à petit un excès de coquillettes dans l'assiette. Donc de remplacer des aliments qu'on aime par d'autres aliments qu'on aime. Et la problématique des gens, quand ils veulent faire un régime, c'est qu'ils remplacent des aliments qu'ils aiment par des aliments qu'ils n'aiment pas. Donc du coup, ils créent une frustration et donc le jour où ils arrêtent, ça explose. Donc une des clés, et vraiment c'est ça la clé. Moi personnellement, avant de démarrer mes premiers régimes, mon plus gros régime il y a plus de 10 ans, j'aimais globalement ce qu'aiment les gens quand ils font pas attention, c'est-à-dire les nouilles, le pain, la charcuterie, comme un bon français, j'aimais ce genre d'aliments, les pommes de terre, tous ces trucs-là, le fromage et tout. Aujourd'hui, j'aime toujours ça, en fait. Tous ces aliments, je les aime toujours. C'est pas plus de 10 ans d'entraînement et de diète qui ont changé ça. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, j'aime aussi les brocolis, j'aime la salade, j'aime le blanc de poulet et pas que la côte de porc, j'aime le poisson, j'aime plein d'aliments. Donc du coup, je peux composer, étant donné que j'aime plein d'aliments, je peux consommer avec des aliments que j'aime des semaines saines. Alors au début, peut-être que vous commencez 70-30 avec 30% d'aliments sains, vous y habituez, puis vous grappillez comme ça. Donc ça, c'est les deux premiers points, c'est ça. Le troisième point, c'est ce que je viens de dire, il suffit de déplacer le curseur du côté des aliments sains. Donc c'est-à-dire qu'au début, le curseur, il est beaucoup d'aliments malsains, qui vous ont mis en surpoids ou qui mettent les gens en surpoids, et vous avez peu d'aliments sains. Et le curseur, un petit peu, vous savez, comme les équaliseurs là sur les vieilles chaînes hi-fi, je sais pas si vous vous en souvenez, ou même pour mettre le volume, là, cette petite touche crantée là que vous pouvez déplacer de droite à gauche ou de haut en bas. Vous allez déplacer ce curseur lentement, semaine après semaine, sur des nouveaux aliments que vous avez inclus, que vous aimez. Et n'ayez pas peur de reproduire toujours le même légume au début, parce que voilà, vous le kiffez, c'est une bonne habitude, vous avez une bonne recette. Mais vous allez l'inclure au fur et à mesure comme ça de plus en plus et le curseur va augmenter du côté... c'est normal en fait. Quand on ne sait pas cuisiner des aliments, globalement n'importe quel nouvel aliment, moi demain on me met un aliment un peu exotique que j'ai jamais cuisiné, je vais être un peu démuni et puis le résultat sera pas super... savoureux parce que c'est la première fois que je le cuisine, j'ai pas les habitudes, je connais pas bien les temps de cuisson. Donc globalement, c'est pour ça que petit à petit la recette va se peaufiner à mes goûts, je vais réussir à bien doser les épices, les temps de cuisson, les températures et tout ça, et donc du coup je vais retrouver un plat satisfaisant que j'aurai envie de reproduire régulièrement parce qu'il va me faire plaisir. Et en fait c'est ça la clé pour réussir à rester en forme toute l'année. Toute l'année, ou justement ne pas faire des régimes yo-yo. Vous n'avez pas de raison de revenir à vos vieilles habitudes, parce que les vieilles habitudes sont toujours là, quelque part. Vous aimez toujours, on aime tous. Alors là, vous allez tous vous reconnaître, ceux qui ont réussi à manger sainement et à prendre votre pied. Vous allez toujours réussir à faire des repas de triche avec les aliments que vous aimez par le passé, que vous aimiez par le passé. C'est pas le problème. C'est que votre semaine est composée aujourd'hui. Si vous analysez aujourd'hui votre semaine, elle est composée d'aliments sains que vous avez réussi avec le temps, avec vos habitudes de préparation et tout, à aimer. Et je pense que vous pouvez commenter, mais globalement, tous ceux qui tiennent des années à manger sainement, qui ont adopté un nouveau rythme de vie, c'est ça. Ce ne sont pas des personnes frustrées qui mangent que ce qu'elles n'aiment pas. Elles mangent que ce qu'elles aiment, mais ce qu'elles aiment aujourd'hui, c'était impensable ou inconnu. On ne va pas dire impensable, mais plutôt inconnu par le passé. Donc, pour conclure par rapport à ça, c'est personne ne peut supprimer un plaisir, il peut juste espacer les prises. C'est un petit peu comme en fait, si vous voulez, une personne qui mange mal, c'est une personne qui mange comme vous un samedi soir, en famille, ou un samedi midi, ou le week-end, mais tous les jours, du matin au soir.
Et c'est ça en fait. Et ce qu'il faut, là où si une personne veut réussir, faut qu'elle arrive à remettre de la. Et paradoxalement, en fait, c'est ces mêmes personnes qui, quand ils vont au resto, quand elles sont en surpoids, elles sont au resto, elles prennent une salade. Donc en fait, c'est complètement inversé par rapport à ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'au resto, on va pas payer, je sais pas, 30 euros. Et 30 euros, c'est parfois les prix dans les restaurants pour une salade. Dans les restos un peu relevés, 30 euros une salade. Alors que ça les vaut pas, enfin je veux dire au niveau valeur calorique et tout ça, si on veut essayer de se rapprocher un peu de quelque chose de cohérent, et puis même de préparation, au resto elle ferait mieux de prendre des choses qu'elle mange pas à la maison et qu'elle ne pourrait pas manger, genre des préparations un peu compliquées et tout ça, et surtout des aliments plaisir. C'est un moment où on partage du plaisir en groupe normalement, quoi, ou en couple. Et donc le reste de la semaine, avoir des aliments plus sains. Bon, je sais que là, beaucoup de personnes vont se dire « Ouais, moi c'est bon Théo, je mange sainement ». Ouais, mais peut-être que vous mangez sainement, mais peut-être que vous n'aviez pas compris ce mécanisme-là qui est que vous n'avez pas réussi à force de volonté, et moi-même, c'est pas à force de volonté que j'ai réussi à faire un régime et à tenir. C'est tout simplement à se servir de ces fameux mécanismes psychologiques qui sont le désir, donc aimer quelque chose, et de s'en servir pour composer un régime alimentaire. Et c'est pour ça que globalement des personnes qui sont... en fait, chacun va trouver midi à sa porte dans son régime. Quelqu'un qui, je sais pas, n'aime pas trop la viande, va se tourner plutôt vers un végétarien. Quelqu'un qui aime bien le poisson va se tourner plutôt vers un végétarien. Quelqu'un qui a des facilités à se passer des glucides va se tourner plutôt plus facilement vers du low carb, etc. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est défendre son régime comme le meilleur. Ça, je pense que c'est pas une bonne solution. Mieux vaut défendre les concepts derrière. Pourquoi, comment t'as fait pour réussir à ça. Et moi, je lutte un peu contre les personnes qui disent il faut de la volonté, no pain, no gain, même au régime, il faut se faire violence. Non. Enfin, tu dis ça à n'importe qui, il n'a pas envie. La réalité, c'est que c'est un mensonge. La violence ne tient pas longtemps en fait. Quand on est violent sur quelque chose, c'est parce qu'après on attend la récompense en se reposant. Alors qu'une alimentation saine, vous voyez bien que c'est biaisé, parce que c'est pas, si c'était quelque chose de violent, après on se reposerait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on mange sainement une semaine, puis après on se repose sur quoi ? On arrête de bien manger, de manger sainement, donc on mange mal. Non, c'est pas cohérent. Donc logiquement, un régime sain, entre guillemets, qui apporte en tout cas pas de surpoids et d'obésité et qui permette de l'inverser, ça va être quelque chose qui ne sera pas dans la violence, mais quelque chose qui sera dans le plaisir, le bien-être. Et ça passe par des nouveaux aliments qu'il faut se mettre à aimer. Et globalement, tous ceux qui m'écoutent là, si toi tu m'écoutes et que tu arrives à tenir, j'en suis sûr, je mettrai ma main à couper qu'aujourd'hui, il y a des aliments que tu aimes, que tu n'aimais pas avant de démarrer. J'en suis sûr. Ou des aliments que tu pensais ne pas aimer, parce que tu les voyais, mais que bon, ça te disait rien. Et le fait d'avoir sauté l'obstacle d'apprendre à les cuisiner, ou le simple fait de les goûter, t'a montré que finalement, c'est pas si terrible et que t'aimes bien ça, et surtout cuisiner d'une certaine façon. Donc voilà, je sais que, et c'est pour ça que je disais en introduction, personne ne vous parle de ça, parce que ce que je viens de vous donner comme concept là, c'est gratuit. Et enfin, on peut pas monétiser ça. Il n'y a pas d'argent à se faire. Les industriels ne peuvent pas vous vendre ce concept. Enfin, parce que ça, c'est pas un aliment, ça. Je veux dire, à part vendre des aliments sains. Et ce qu'ils essaient de faire un petit peu en transformant un légume brut en légume préparé et avec plein d'aliments transformés dedans, et là du coup c'est plus cool. Mais globalement, personne n'arrive à vendre un brocoli correctement, personne n'arrive à marketer une courgette, tout simplement parce que voilà, il y a derrière, c'est pas suffisamment désirable face à un Big Mac dans la tête des gens. Sauf que quand on s'y met, une courgette peut devenir extrêmement désirable. Attention aux esprits mal tournés, mais ce qu'il faut, c'est juste apprendre à le cuisiner, à le préparer, à apprécier. Donc ne soyez pas frileux face à la répétition d'un même plat, par exemple d'un même légume et tout, si vous démarrez. Et si aujourd'hui vous avez une certaine expérience, je pense que le rôle qu'on a tous aujourd'hui, ceux qui avons un peu d'expérience, c'est de démystifier un peu ce côté bien manger aux yeux des grands publics et du grand public, enfin des publics et du grand public, parce que c'est je pense, ce qui crée une énorme résistance chez les gens, se dire qu'ils vont manger des choses qu'ils n'aiment pas, alors que c'est pas vrai. Ils peuvent se mettre à manger des choses qu'ils aiment et être dans une stratégie de perte de poids.
Voilà. Donc je m'arrête ici pour ce podcast. Si vous avez envie d'aller voir justement cette vidéo sur comment gérer le perfectionnisme lié au corps, le lien se trouve dans les liens dans la description là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.